Bonjour, Patrick Végétosphère. Aujourd'hui, dans le jardin de Karine et Hubert, en présence des ailles ou des os. Si vous voulez en savoir davantage sur les ailles d'ornement, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, dans le jardin de Karine et Hubert, en présence ici de nombreuses plantes en fleurs, des soucis, du pavot de Californie, des encolis, du géranium, j'ai pas très loin non plus, on a plein de pivoines qui terminent leur floraison, et évidemment les os, les ailles d'ornement. Alors la langue française est un peu particulière, on peut dire aussi les os, A-U-L-X, alors qu'on a plutôt communément l'habitude de dire les ailles. Pour autant, les ailles d'ornement font partie d'une énorme famille, les Amaryllidaceae, jadis classées dans les Liliacées, on aura plutôt l'habitude de dire ça. Parfois on dit encore les Alliacées. En tout cas, cette énorme famille comporte de nombreux genres, à peu près 690 espèces dans l'ail, et on a l'habitude de parler de l'ail à plus d'un titre parce qu'il y a l'ail alimentaire, mais dans cette grande famille, on va retrouver du poireau, on va retrouver des oignons, on va retrouver les ails comestibles, la ciboule, la ciboulette, le ciboulail dont on parlera prochainement. Il y a aussi les fameux os ou ailles d'ornement qui sont divers et variés parce qu'il y en a des très grands, Purple Sensation, Globosome et puis d'autres d'où je vais mettre quelques photos parce qu'ils sont vraiment sensationnels. C'est une plante, l'ail, qui est très tendance depuis une vingtaine d'années. Clairement, ça renouvelle un peu le genre, c'est un bulbe à floraison de printemps, plutôt de fin de printemps, un peu à l'image du Camassia qui arrive largement après la fin des floraisons de tulipes ou de narcisses qui sont beaucoup plus précoces. Et là, il va faire vraiment cette transition, presque la transition avec les bulbes à floraison d'été, que peuvent être les Crocosmia, les Montbressia et autres glaïeuls qui arriveront, eux, plutôt sur juillet. Mais raisonnablement, un ail va fleurir jusqu'au mois de juin. Il s'endormira sur juillet à peu près. La répartition géographique, c'est plutôt l'Asie mineure et l'Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on en connaît tellement et tellement de différents. On ne peut pas ne pas présenter l'ail d'abord pour la version alimentaire ou condimentaire que l'on connaît, je répète, ciboulette, ciboule, ciboulaille, oignon, poireau, tout ça c'est la même famille. Et d'ailleurs, il y a un point commun, la forme de la feuille est une indication, c'est souvent tubulaire, et la forme de la floraison, de la fleur plus particulièrement, qui est un ensemble de fleurs, on appelle ça un corymbe, c'est un ensemble de petites fleurs associées en boule ou en demi-boule, ce qui fait la caractéristique d'une ciboulette quand vous la laissez fleurir, ce qui n'est pas bon signe d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment le dénominateur commun, l'oignon quand il monte en fleurs, si vous le laissez fleurir, là encore, on a une floraison typique et assez caractéristique de cette famille. Alors, on a parlé de la géographie. Encore une fois, pour l'histoire, on n'arrive pas à dissocier l'ail alimentaire de l'ail ornemental. L'ail a été découvert, cultivé et probablement consommé pour et par les Sumériens, donc une des premières civilisations mésopotamiques, qui est dans la périphérie de la Méditerranée, parce que beaucoup de choses se passaient à cette époque-là, à ce niveau. Les Grecs détestaient l'ail, les Romains le mangeaient, les Égyptiens le mangeaient aussi. C'est une histoire qui a commencé à peu près 5000 ans, avec Sumer. On a continué au XIIIe siècle à avoir quelques écrits. Alors il y avait un roi de Castille qui détestait tellement l'ail qu'il interdisait les gens qui avaient pu consommer de l'ail de rentrer dans sa cour pendant un an. C'est vous dire que on avait associé des croyances sur l'ail et les éventuelles odeurs corporelles qui émanaient des personnes qui consommaient de l'ail. C'est quelque chose qui est très bon à la santé aussi. L'ail a été associé à de nombreuses croyances. Alors la gousse d'ail sur la porte pour éloigner les vampires, c'est un cliché, mais ça pouvait éloigner les serpents, ça pouvait éloigner le mauvais œil. En tout cas, moult croyances associées à l'ail qui était quand même une gousse, une racine hyper consommée et toute civilisation a plus ou moins apprécié, cultivé l'ail ou une plante de la famille des os, parce que là encore, je répète, l'oignon est juste un voisin, un cousin, dans le cas présent. Les ailles, les os, sont plus ou moins proposés depuis 15-20 ans dans les rayons des bulbes au moment de septembre. Septembre, octobre, novembre sera le moment propice pour les planter. On va pouvoir les planter jusqu'à Noël. Encore faut-il que le sol ne soit pas bétonné par le gel. Et là, on peut trouver
une dizaine d'espèces et de variétés différentes dans les rayons quand le chef de rayon décide vraiment d'en présenter un certain nombre, et le choix est considérable. Sachez quand même que l'ail aussi rentre maintenant dans la bouquetterie, hein, dans la confection de bouquets. Malgré son odeur, on a aujourd'hui des variétés qui ont une tenue remarquable pour faire des bouquets, des compositions très sophistiquées avec une grande classe, une grande élégance. Pour terminer la plantation, un ail, un bulbe va pouvoir avoir pour certains un calibre à peu près équivalent à ça, alors que d'autres ne seront pas plus grands que le diamètre de mon ongle. Il est évident que ça va déterminer une hauteur. C'est un bulbe qui peut faire 10-15 cm pour les plus petites espèces et variétés, jusqu'à 1,25 m, 1,30 m de haut. C'est vous dire que c'est particulièrement haut et grand. C'est un bulbe à floraison de printemps, je l'ai dit, donc plantation d'automne. C'est un bulbe qui préfère des sols profonds, humifères. Si c'est argileux, ça lui conviendra aussi, sachez-le. Ce sont des plantes qu'il faut mettre en situation abritée, surtout si c'est venté. Le soleil est quand même un gage de réussite, hein, plus qu'une situation ombragée où il risque de chercher la lumière, et franchement il va pas forcément s'y plaire. Donc plutôt exposition ensoleillée, non ventée. Une question se pose: que faisons-nous des bulbes à la fin de la floraison? Tout d'abord, on va couper la hampe florale. Ça ne sert à rien d'essayer de garder des graines. On peut envisager ça, mais globalement, pour pouvoir permettre au bulbe de se régénérer et de préparer la floraison de l'année suivante, il est préférable de laisser les feuilles faire leur travail, de réemmagasiner de la vigueur, fixer des éléments minéraux, que le bulbe soit vraiment turgescent, en pleine forme, pour pouvoir fleurir l'année d'après. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de couper la hampe florale. En tout cas, on laisse les feuilles s'endormir et sécher progressivement. Ça, c'est quelque chose qui va intervenir globalement sur le mois de juillet. Une fois que le bulbe a séché, c'est le moment où vous pourriez éventuellement les planter et les mettre dans une caissette avec un peu de papier journal, un peu de tourbe, et on peut les garder comme ça une grande partie de l'été. Objectivement, honnêtement, pour ne pas les perdre, le meilleur moyen, c'est de leur fiche-laper, de les laisser dans le jardin, sécher, s'endormir, et ainsi ils seront prêts à refleurir N+1. Ça pose aucun problème, c'est vraiment d'une facilité évidente. Vous me direz, oui, mais moi je veux mettre des plantes à la place, je veux mettre des plantes annuelles. Oui, vous pouvez mettre des plantes annuelles, tout au plus, vous allez en abîmer un ou deux, parce que vous allez planter des bégonias ou des œillets d'Inde à la place, d'accord, vous allez les abîmer, mais vous les perdrez certainement moins vite en laissant les bulbes au repos dans votre jardin, plutôt que de les sortir de terre, de les mettre au sec avec ce papier journal et ce lit de tourbe pendant 4-5 mois, le temps de les replanter en septembre-octobre, ce qui demande du travail. C'est vraiment absurde. Laissez-les dans votre jardin, c'est là où vous aurez les meilleurs résultats et vous allez vraiment pérenniser la plante. Multiplication, alors tout à l'heure je vous ai dit, on peut couper la hampe florale de telle sorte que le bulbe va pouvoir se régénérer par les feuilles, et une vigueur entretenue, une régénération du bulbe va pouvoir se faire. Alors, si vous laissez la hampe florale, il y a la possibilité de récolter des graines. Récolte des graines, surtout sur les grandes espèces, les grandes variétés, c'est très long pour pouvoir obtenir un bulbe en fleurs. Il y a plusieurs années avant de réussir son coup. Il est préférable de laisser le bulbe en place, et là il intervient un autre système de multiplication. Pas évident sur les gros bulbes, mais beaucoup plus facile sur les petits. C'est celui de la multiplication végétative, c'est-à-dire qu'un bulbe va générer plein de petits bulbillons. Les champions pour ça sont les tulipes, certaines espèces de tulipes, et évidemment les narcisses, ce qu'on appelle communément les jonquilles. Plantez-les avant l'hiver. Vous oubliez, ça sortira naturellement vers le mois de mars. On va voir ces belles pousses. Le seul souci que je pourrais dire, et c'est pour un printemps très humide comme nous l'avons eu en 2023, les limaces sont particulièrement friands du feuillage, voire de l'inflorescence. Si la fleur est relativement haute, ça ne les empêchera pas de monter tout doucement la nuit, hein, évidemment, sur l'inflorescence et de dévorer quelques fleurs. Ça ne leur fait pas peur. Et au matin, vous n'y verrez que du feu, quelques traces brillantes, témoins de leur passage. Donc les gastéropodes, on se méfie, elles apprécient quand même cette plante. Au niveau des autres parasites, pucerons, l'odeur est particulièrement répulsive, on n'en trouve pas. Les alraudes non plus, c'est trop tôt en saison. Et ce qu'on peut avoir éventuellement, les mulots, les campagnols n'aiment pas le bulbe, ça sent trop fort, encore une fois, ce sont des gourmands, mais ils choisissent des racines particulièrement adaptées, plutôt sucrées, et ça c'est une odeur trop forte pour que les mulots et les campagnols viennent manger le bulbe d'un ail.
Ce qu'on peut trouver aussi, ce sont des maladies. Alors là, c'est les maladies qu'on retrouve sur les oignons ou les ails de culture à destination alimentaire. On peut retrouver des pourritures. Ça clairement, après si vous avez quelques ails ou quelques os dans votre jardin, vous ne serez pas confronté à ce phénomène. Normalement, vous êtes relativement tranquille. Je vous le dis, ils font entre 15 et 20 cm et les plus grands vont faire littéralement 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50. Et on a des bleus, des blancs. Pour les petits, on peut même trouver du jaune et du rose. Ce sont des plantes assez diverses et variées. Il y a un choix phénoménal et franchement, c'est l'élégance garantie dans le jardin parce qu'un ail, quand il est en fleurs, bien écoutez, on ne voit que lui. Là pour les ails ou les os d'ornement, un bulbe de fin de printemps, disponible tous les automnes, que vous pouvez choisir avec le plus grand plaisir. Il vous le rendra, ils vous le rendront parce qu'ils sont nombreux, divers et variés, toujours avec une inflorescence en boule pour la grande, très grande majorité d'entre eux. Shall we begin?